95% de nos agricultures dégradent les sols, perdent de la matière organique. J'étais moi aussi à Angers hier, j'ai vu une Loire chargée de boue, j'ai traversé la Dordogne avec le train, j'ai traversé la Garonne, j'ai vu une mer de boue. Ce sont le produit de nos agricultures qui coulent. Ce sont notre fertilité, ce sont notre patrimoine qui coulent. On est dans la civilisation de l'érosion, c'est absolument catastrophique. Et on ne veut pas le voir, parce qu'on perd qu'un peu tous les ans. Mais un demi-centimètre de terre, toute la fécondité est sur les 5 premiers centimètres. Qui plus est ici, dans une région qui s'aridifie, qui se déshydrate encore plus que les autres. Mais dans les pays de la Loire, où l'eau sort des forêts en ce moment, dans 2 mois, on sera dans une très grande aridité aussi. En gradation, et là on commence très fort. Quand je suis paysan, chaque jour qui passe, je dois améliorer mon capital sol. Si je le détruis, si je le dégrade, c'est même pas la peine, puisque le cycle de l'eau, de la biodiversité, du carbone, du microclimat sur lequel on reviendra, de la productivité, donc de l'emploi, donc de la fertilité, en dépend directement. Moi, je voulais mettre agronomie. Je vous invite à regarder ce sujet de l'agronomie, aussi pour rentrer dans le vif du sujet. On aura le plaisir d'être ensemble toute la journée. Pour moi, l'arbre, c'est un pilier agronomique. Ça ramène du bois, ça ramène des gousses, des baies, des fruits, un microclimat, tout ce que vous voulez, mais c'est avant tout une démarche agronomique. C'est-à-dire que le jour où vous plantez, c'est déjà rentable. Parce que vous donnez une indexation à votre sol, et je vais citer Ernst Zürcher, que j'ai eu le plaisir de publier, dont le bouquin est là, Les arbres entre visible et invisible. Ernst dit, partout où elle peut, la terre appelle des arbres. Et nous, on doit copier ça. On est dans des systèmes hyper productifs. Si on se met dans des systèmes punitifs qui ne produisent pas grand-chose, il ne faut pas y aller, c'est foutu. La nature produit beaucoup. L'écosystème forestier fait le maximum. Partout où elle peut, la terre appelle des arbres et fait pousser les plantes les plus grandes possibles dans un laps de temps le plus court possible. Donc si on cultive des pâquerettes et du gazon, on ne crée pas de sol, on détruit les sols. Il y a des systèmes herbagers qui détruisent les sols tellement ils sont surpâturés et sous-utilisés. L'agronomie est le pilier de ce dispositif d'agroécologie, puisque le sol est renseigné de vie, de bactéries, de champignons, les champs mycorhiziens créés, produits par les arbres. La forêt est auto-fertile. Si on veut refaire le cycle de l'eau, il faut multiplier par 3 l'activité photosynthétique. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Multiplier par 3 l'activité photosynthétique et remettre des arbres et des haies au bord de route, au bord de champs, au bord de chemin, etc., etc., etc. Alors on sait carbone, on a vu. Alors il y a le climat aussi, hein. Il y a les cycles, il y a beaucoup de choses. Je vais retenir, si vous le voulez bien, le carbone dans le C, parce qu'il est très inspirant, et contrairement à ce qu'on peut penser, le carbone, c'est pas une taxe, quoi. Le carbone, c'est de la vie. Alors, bien sûr, derrière, il y a probablement une mafia du carbone, ou pas, je ne sais pas trop. Il y a des gens qui vont essayer de se faire beaucoup d'argent, il y en a qui l'ont déjà fait d'ailleurs. Hein. On va mettre le carbone, là, tout de suite. On va mettre le carbone, parce que, de notre point de vue d'agronome, le carbone détermine les autres cycles. J'ai de l'eau s'il y a du carbone, j'ai de la biodiversité s'il y a du carbone, j'ai de la biomasse s'il y a du carbone, et j'ai un microclimat s'il y a du carbone. Si je suis dans un champ nu, y compris une vigne, à perte de vue, avec un sol travaillé en permanence, ben, il y en a un peu, mais pas assez. Donc le carbone détermine absolument tout. Quand on disait tout à l'heure, quand je disais, pardon, l'art d'apprivoiser le soleil, ben c'est ça. On utilise encore beaucoup les produits de la photosynthèse d'avant. Dynamique. Pas mal dynamique. Pas mal. Densité, densifié. Densité et densifié.
Il faut qu'on densifie nos écosystèmes et qu'on copie la forêt. Aujourd'hui, on va parler de permaculture, on va parler d'agriculture syntropique, on va parler de forêt-jardin. Enfin, chaque mois ou chaque année arrive un nouveau concept, une nouvelle mode, on s'en fout. Mais par contre, il faut densifier à bloc. Il faut que la lumière, elle passe par 5, 6, 7 étages. Qui plus est, quand on en a beaucoup, cette énergie lumineuse, il faut la capter, la capturer et l'intégrer dans le sol. D'autres propositions pour le D ? La durée. Oui, hein, s'inscrire dans la durée, et c'est compliqué. Hein, a priori, c'est compliqué. Mais oui, aujourd'hui, il faut voir à 20 ans. Compte tenu de cette difficulté de ces chocs climatiques, il faut avoir une vision, une programmation à 20 ans. Si je prends l'exemple de la vigne, changer un cépage qui résisterait un peu mieux à l'eau, ou un peu mieux aux maladies, ou un peu mieux... Il faut regarder beaucoup plus loin et beaucoup plus large que ça, probablement. L'écologie. L'écologie vraie, hein, pas l'écologie punitive ou l'écologie politique qui oublie la moitié du monde en chemin, hein, où on vous dit si vous mangez de la viande, vous faites un geste pour vous mangez pas de viande, vous faites un geste pour la planète. Comment dirais-je ? Ça, c'est l'éco-neurie. De quelle viande parle-t-on ? Enfin, je viens de vous parler du bocage, de la prairie, l'endroit qui stocke le plus de carbone, la plus grande dynamique. Oui, ce que je voulais dire sur le bocage, c'est qu'il y a une biodiversité totalement incroyable dans le bocage. Dans les haies, il y a une biodiversité folle, surtout s'il y a des vieux arbres, des arbres morts, des cavités comme elles ont été très bien dessinées. Évolution. Ça, c'est sûr. Moi, je vais garder écologie. L'écologie vraie, définie par Marcel Boucher. Ça rejoint un peu ce qu'on dit, l'écologie pratico-pratique. Nos systèmes fonctionnent à l'énergie solaire. On aurait pu mettre énergie aussi. Et oui, nos systèmes fonctionnent à l'énergie solaire et bouffent du carbone frais. Un sol, ça bouffe pas du terreau, du compost, du fumier, du biochar ou je ne sais pas quoi, là, tous ces trucs, ces préparations. Un sol, ça bouffe du carbone frais. Ça mange de la feuille, ça mange de la branche, ça mange de la paille. Ce soir, ça sera l'homme qui plantait les arbres, mais ce matin, c'est la révolution d'un brin de paille de Fukuoka. Moi, il y avait ça dans la bibliothèque de mes parents depuis les années 60. Les écosystèmes, j'insiste lourdement, mangent du carbone frais et mangent tous les jours du carbone frais à raison de 20 tonnes par hectare et par an. C'est là que l'agroforesterie a quelque chose à nous dire aussi. La trogne. Les animaux mangent le fruit, la baie, la feuille, et je laisse la branche au sol. Je la broie, enfin, peu importe. La forêt nous dit ça. Je fais tomber du bois, je fais tomber de la branche à l'automne. Et je nourris mon écosystème. Fumier. Le fumier pouvant être un... Aujourd'hui, on se bat. Hein, vous voyez, on se bat, on s'entretue pour avoir du fumier. Et ceux qui le vendent s'appauvrissent terriblement. Il y a beaucoup d'agriculture où on cherche de la matière organique, à grands frais, à grand renfort. Dans les régions viticoles, on s'entretue pour avoir de la matière organique, du fumier qui double de prix tous les 3 ans en ce moment, à peu près. Hein. Donc le fumier, ça va devenir une denrée rare. En B, on aurait pu mettre la bouse. Vous connaissez la valeur de la bouse, hein ? Il y a du levain dans la bouse. C'est pour ça que certaines agricultures l'utilisent. Mais au-delà de la catégorisation, du label dans lequel je mets la bouse nous fixe et nous donne des hormones de croissance pour faire pousser nos plantes. Nos écosystèmes ont coévolué avec les ruminants. Je ne dis pas les herbivores volontairement, puisque ces ruminants mangent des feuilles en permanence. Vous mettez une brebis, une chèvre, une vache, un cochon, dès que ça peut choper une feuille, ça la mange. La bouse amène de la fécondité dans les sols. Donc la place de l'élevage tant décriée aujourd'hui revient au centre absolu du dispositif. C'est un absolu, ce n'est pas une option. L'élevage, ce n'est pas une option pour l'agriculture. On peut rajouter fourrage, alors. Fourrage, bien sûr. L'arbre fourrager que je nommais au Maroc, il va devenir déterminant.
puisque vous avez à la fois l'ombre, le microclimat, la gestion des mycorhizes et un produit. Il n'y a pas de punition dans cette approche de l'agriculture en agroécologie. Il n'y a pas de puni. Alors, F, qu'est-ce qu'on retient dans le F? Oui, monsieur. Ouais. Hein. Franchement, la fertilité, puisqu'on en perd tous et puisque c'est le chemin, parce qu'on voit beaucoup de cahiers des charges. En agriculture, on voit des cahiers des charges. Déjà, il faudrait que ce soit des cahiers des propositions. Cahiers des charges, 80 pages, et tu ne sais pas quoi faire. Si tu mets juste... J'ai un copain qui est élu comme ça, il dit, mais moi, tous les projets, je les fais en une page. Ah, dans ma commune, il n'y a pas de précarité, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. En agriculture, on devrait faire pareil. Si notre agriculture est sur le chemin de la fertilité, et de sortir des dépendances, qu'elles soient chimiques ou organiques, parce que c'est le sujet, mais il y aura beaucoup moins de problèmes. Donc le F, on va mettre effectivement la fertilité. Je dirais encore plus fécondité. Oui, hein, je l'ai dit de la bouse. Je l'ai dit de la bouse, et tu fais bien de le préciser. C'est l'étape d'après. Hein, c'est l'étape d'après, et c'est vraiment notre objectif. Fécondité, puis fertilité, puis dès qu'on est prêt. Mais si déjà on arrivait à la fertilité, ce serait bien. Hein, on en perd tous. Rappelons que dans les 64 labels existants dans l'Hexagone, il n'y en a pas un qui parle de ces sujets-là. Ça les approche, mais jamais il y a un indicateur de résultat. Ça, c'est un indicateur de résultat. Chaque année, j'améliore mon taux de matière organique, mon stockage du carbone et ma fertilité. Et là, je progresse, et là, j'avance. Et là, je travaille, évidemment, avec d'autres, en groupe, etc., etc., etc. La fertilité, à ne pas confondre, puisqu'on est encore dans une civilisation de la fertilisation. On parlait du fumier, on parlait d'autre chose. Hein. Je fertilise mon sol, et donc, je donne à manger à ma plante. Non. Ça, on voit que ça marche de moins en moins bien. Ce qu'il faut, c'est nourrir l'écosystème sol qui, lui, va nourrir la plante, ce qui n'est pas du tout la même démarche. Bien évidemment, dans cette période de transition, et puis même dans un travail au long cours, il ne faut pas opposer les deux. Mais dans le réflexe, chaque jour, face à ma parcelle, je me mets dans un chemin de la fertilité. Si je reste dans une impasse de la fertilisation, c'est compliqué. Et surtout, potentiellement, je m'appauvris. Parce qu'il y a un type qui dit que la fertilité, ça se produit in situ. Bon, ce type, c'est moi. Des fois, il faut bien se nommer. Hein. La fertilité, ça se produit in situ, ça ne s'achète pas. Et ça nous oblige à quelques résultats. Comment je produis ma fertilité? Avec qui, avec quoi? Là aussi, l'arbre peut nous dire des petites choses. On va parler de génétique, beaucoup. Le bon blé, le bon arbre, tout ce que vous voulez. Et génétique et même conformation. Vous voyez, je vous ai amené le mal de la viticulture, mais c'est souvent aussi le mal de l'arboriculture. Ici, c'est un cep qui a été planté, qui n'aurait jamais dû être planté parce qu'il n'est pas conforme. Il est strangulé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hormones, beaucoup de racines, et toutes les racines luttent les unes contre les autres. Et je pense que 98% de vignobles, depuis 60 ans, est sous cette formulation-là. C'est-à-dire toutes les vignes qu'on a plantées sont strangulées. Donc du coup, faire de l'agroécologie en viticulture avec des arbres, mais les vignes vont plonger parce que de toute façon, elles ne sont pas capables de se connecter correctement à l'arbre parce qu'elles n'arrivent déjà pas à s'alimenter seules. Quand je regarde les arbres fruitiers produits, pareil, hein, des fois vous sortez quand même des fruitiers de 2,50 m en 2 ans dans des pots de 8 litres. Comment dirais-je? Surtout, vous ne plantez jamais ça. Hein. Donc la génétique, la conformation, l'origine du plant, puisqu'on va planter beaucoup, et que certains ici dans la salle vont devenir pépiniéristes, c'est fondamental. Dans nos unités, et surtout dans l'unité de la vigne, avant même de commencer à planter un arbre, on arrache par parcelle 2 ceps représentatifs, morts ou vivants, pour voir où en est la vigne, est-ce qu'elle est apte à continuer, ou est-ce qu'il faudra l'arracher dans 3 ans. Dépérissement, mortalité, battance, compaction, maladie, oxydation, la vigne, la moyenne française, c'est qu'on commence à avoir des problèmes importants à 17 ans, quand la vigne a entre 16 et 17 ans.
La vigne, c'est pour 100 ans minimum. Hein. Ça commence à être bon à 25. Je fais des tests grandeur nature, là. Ah non, mais vous vous rendez compte, à 17 ans, je commence à avoir 5% de manquant. À 22 ans, 15%. J'ai déjà 15% de ma récolte qui a disparu de mon champ. Qui plus est, une vigne qui ne produit pas, ne construit pas de sol, etc., etc. Donc la génétique, ça va devenir aujourd'hui un sujet urgentissime. Au-delà des chocs climatiques, au-delà de quand est-ce que je plante, dans quelles conditions, à quel moment, avec quelle base. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent on nous a dit, mais tes arbres, ils pénalisent ma vigne. Mais c'est pas mes arbres. Rien ne m'appartient. Quelle idée! C'est pas mes arbres. La vigne n'est pas apte à les recevoir. Donc, est-ce que c'est l'arbre qui est un problème ou est-ce qu'il faut regarder la totalité de la chose? Je peux vous dire que avant même de planter un arbre, maintenant, c'est nouveau, ça vient de sortir, ça faisait longtemps qu'on le préparait, avant même de planter un arbre, on oblige, entre parenthèses, parce que de notre point de vue, c'est une pédagogie active, tous nos futurs porteurs de projets, adhérents, planteurs, sympathisants, partenaires, et chaque jour qui passe, ils sont plus nombreux, la demande est exponentielle, y compris dans une situation très complexe, à faire un état des lieux en 24 points de leur parcelle. Pour ceux que ça intéresse, il y a 24 points, on y reviendra peut-être cet après-midi, il y a 24 points avant de planter une vigne, avant de planter un arbre, avant de semer un couvert végétal, pour être sûr de le réussir. Comme ça, c'est pas la peine de dire « Merde, ah putain, ça n'a pas marché, je vais voir l'année prochaine, je vais faire un autre. » Non. Où en est mon sol? Gérard Dussert a mis un pavé dans la mare. Il a dit « Mais les mauvaises herbes n'existent pas. » Une mauvaise herbe, c'est une plante dont on ne connaît pas l'utilité. Il y a quand même des gens qui luttent contre le chien-dent, contre le liseron, contre la folle avoine, contre les coquelicots, contre les kénopodes, contre les amarantes, contre la renouée du Japon, il y a des gens qui luttent contre ça. Vous imaginez 60 ans de chimie, on n'y est pas arrivé, 3000 ans d'arrachage de houx, d'arères, de bineuses, de sarcleuses, et il y en a toujours plus. Le datura qui exprime... La pollution. Et oui, le datura qui exprime la pollution du sol. Je dis, oh, saloperie, le voisin, il m'a envoyé des graines de datura. Pardon? L'expression de la levée de dormance et les conditions de levée de dormance du datura donnent une expression claire et nette. Mon sol est pollué. Est-ce que j'ai le temps de laisser le datura faire le boulot? Je ne sais pas, et ce n'est pas tout à fait l'objet de la matinée. Ce pavot nous montre qu'on est sur un tas de sable qui s'aridifie. Toutes les plantes ont un message extrêmement important à nous délivrer. Et dans cet état des lieux que je précisais tout à l'heure, quand vous le faites avec les plantes bioindicatrices, vous avez fait la moitié du boulot. Et c'est facile d'en connaître une douzaine de ces plantes. Gérard a produit beaucoup de bouquins, dont 3 tomes de 200 pages au moins, plus un petit livre bleu qui précise les levées. Il est des organisations agricoles diverses et variées qui ont fait des synthèses, donc c'est facile de trouver des PDF, c'est facile de trouver des vidéos. Quand vous en connaissez 12-15, tout de suite, vous savez en quoi vous êtes bloqué, carencé, oxydé, pollué, compacté, peu importe. Mais en tout cas, dans cet état des lieux, ça vous dit ce qui s'est passé pendant 10 ans, et ça vous montre le chemin, pour le coup, que vous pouvez prendre, plutôt que de lutter contre, leur faire le boulot. Elle reconditionne, elle restructure, elle réorganise les sols, et les cycles de l'eau en particulier. Elles font le boulot. L'hydrologie. L'eau est en permanence dans nos têtes. Aujourd'hui, on parle d'hydrologie régénérative. L'eau est tout le temps là. Dans agroforesterie, il y a eau, il y a sol, il y a biodiversité, il y a climat, il y a paysage, il y a paysans, il y a productivité, en permanence. Je ne plante pas un arbre pour la biodiversité, je ne plante pas un arbre pour le microclimat, je ne plante pas un arbre pour l'eau, je ne plante pas un arbre pour le sol, je plante un arbre pour tout ça, tout le temps. D'où la complexité, entre parenthèses, de ce métier, qui relève quand même beaucoup du bon sens paysan. Je fais de la botanique, je fais de la géologie, je fais de l'agronomie, je fais de la physiologie, je fais de l'hydrologie, je fais tout ça en même temps, bien évidemment. L'humus, humus, humain, humanité, humilité, face au végétal, ça me paraît important, un peu d'humilité. Qu'est-ce qu'on met?
Humus, hein. Humus, c'est pas mal parce que il suffit de marcher dans la forêt. Quand vous marchez dans la forêt, vous marchez sur de la vie. Et quand vous marchez dans vos champs, ben vous marchez sur de la vie aussi finalement. Si vous marchez sur des modes durs, sèches et compactés, il y a un problème. On fait beaucoup de diagnostics, les yeux fermés. Fermez vos yeux. Quand vous êtes avec un groupe de 25 personnes, fermez vos yeux et marchez dans vos parcelles. Vous avez mal aux pieds? Ouais. Il y a encore un problème. L'humus. Innovation. On en a besoin encore, clairement, hein, dans ce monde de végétal là, qui est grand, vaste. Mais je vais utiliser un autre mot, mais je vais vous laisser choisir. Irrigation. Hein. La première chose à faire, c'est d'irriguer les consciences, à mon avis. Et oui, monsieur, c'est d'irriguer les consciences. Mais l'irrigation, en tout cas pour moi, c'est pas un problème. C'est qu'est-ce que j'arrose, à quel moment, dans quelles conditions. Enfin, il suffit, même il n'y a pas longtemps, les Romains irriguaient déjà, organisaient l'eau. Et oui, quand on en a besoin pendant 3 jours, si on peut éviter de crever ces 3 jours-là pour faire démarrer quelque chose, l'irrigation paraît quand même assez important. Pas rentrer dans le débat des bassines, qui est un débat complexe et souvent stérile, puisque les gens qui se battent ne savent pas de quoi ils parlent, d'un côté comme de l'autre, et irriguer les consciences et préciser du bon usage de l'eau, qui plus est du bon usage de l'eau sur sol vivant. C'est vrai que quand vous arrosez sur un sol mort, vous perdez votre temps, et vous perdez de l'eau. Mais de refaire les cycles, de réhumecter, de refaire de la photosynthèse, de réhydrater le système quand il en a besoin, et éviter de le perdre, surtout l'été quand on a besoin. Quand vous voyez les photos, les analyses satellitaires de la NASA nous montrent que l'été, tout s'arrête. On a récolté les blés, et puis il n'y a plus de photosynthèse, donc il n'y a plus d'humidité qui revient dans l'atmosphère. Et puis là, on attend, on se dessèche, on crame, on brûle, etc. etc. Insectes. Ah ben ouais, tiens. Ah ouais. Hein, il y en a de moins en moins sur les pare-brises, et c'est un vrai problème. Et oui, les insectes qui sont dans les chaînes alimentaires, hein, c'est la 3e combinaison. Hein. Alors après, il ne faut pas les opposer, puisque c'est une chaîne. Quand ça chante l'oiseau, on a intérêt à avoir des insectes. Il m'en faut encore un ou deux. L'intelligence, elle n'est pas toujours artificielle, n'est-ce pas? Elle est souvent collective. On le voit, des groupes d'agriculteurs qui ont fait ces grandes réussites agronomiques, ils l'ont toujours fait en groupe globalement. Puisque chacun a une idée et la met en perspective. Implantation. Et oui. Il est de notre devoir que de remettre en route ces écosystèmes qui s'appauvrissent. Hein. Ne faisons pas le procès du passé, parce que c'est juste une perte de temps, à mon avis. Enfin, si vous voulez le faire, faites-le, mais projetons-nous dans l'avenir. On a tout spécialisé. Je pense que la diversification qu'on aurait pu approcher tout à l'heure est certainement un des piliers, un des facteurs, y compris en termes économiques, diversifier, avoir plusieurs ateliers, plusieurs cordes à son arc, le bon sens paysan nous le dit et nous le redit. Dans I, moi je vais mettre infini, parce que le monde végétal est parfaitement infini. Dans cette finitude que l'on nous dit punitive, de tout le temps, fais pas ci, va pas là, etc. Nous, on a la chance de travailler avec du végétal, la trogne en particulier. Nos copains du Maine-et-Loire, nos copains d'Auvergne et d'ailleurs, nous montrent que la trogne, elle produit de plus en plus de matière de façon exponentielle. Et ça, c'est une chance inouïe dans cet infini. On dit la Terre est fixe. Oui, ok. Mais le végétal a beaucoup à nous dire sur cette question-là. Et ça, c'est une forme de solution, probablement. Donc, l'infini. L'infini végétal. Moi, j'ai envie de mettre kaki. Hein, parce que le fruit, la fructification, les fruitiers, les champs mycorhiziens exploratoires face à cette aridité qui est à nos portes, etc. Les fruitiers entretenus par les oiseaux, entretenus par le monde animal, à leur service souvent, les castors parfois, quand il y a beaucoup d'eau et qu'il faut
faire de l'hydrologie et réhydrater, réhumecter le territoire. Les fruitiers ont beaucoup à nous dire, et dans ces ajustements, dans ces variations du local au moins local, etc., c'est un sujet extrêmement important. C'est un sujet extrêmement important, et vous le savez probablement. Il y a des plantes qui stagnent, qui dominent, qui font le... Je pense aux chênes, je pense aux pins, parfois aux hêtres, et puis qui vont se casser la gueule comme des grands tout seuls en voulant tout dominer. Et puis d'autres qui rentrent dans les interstices, un chablis, un coup de ci, un coup de là, un coup de vent, hop, émerge le cerisier, émerge le poirier, l'aubépine, le prunelier, l'azérolier ici, etc. Et émerge la vie à nouveau, la fructification. Rappelons que les plantes fructifient au bénéfice des animaux et des oiseaux en particulier. La vigne est une liane qui a coévolué avec les arbres et qui produit un raisin bleu, petit, pour les oiseaux. On a un peu modifié tout ça pour en faire des bons canons, n'est-ce pas? Et la vigne pousse avec le chant des oiseaux. Si vous êtes vigneron, vigneronne, sachez qu'une vigne qui chante l'oiseau, c'est souvent une vigne qui se porte bien. Ligneux. Les ligneux, c'est ça, hein, tu as dit, bien sûr. Les ligneux sont au centre de nos préoccupations, hein, des plantes pérennes, des plantes fixes. L'hyphofère, les lois de la nature, par exemple. Et oui, c'est sûr. Si on les respectait, ces lois de la nature, ça serait peut-être plus simple, effectivement, parce qu'on passe notre temps à les contourner. C'est vrai. Les levures, les leviers, les levains. Hein, quand on met de la lithofère, on met un levain, en réalité. Litière. On va garder litière. Parce que ça, c'est la base du fonctionnement des écosystèmes. La lithofère, c'est un truc inventé par les humains avec un petit H pour améliorer un petit truc à un petit moment. Je ne dis pas que c'est de la connerie, je dis juste que ce n'est pas un fondamental. La litière. Dans cette perspective de litière, on est toujours aligné. Est-ce que j'ai de la litière fraîche au sol? Ah, j'en ai pas. Donc je compense. Donc je vais chercher les adjuvants. Je vais chercher, comme pour nous, les alicaments. Parce que je n'ai pas les bases, je n'ai pas l'essentiel. La litière est parfaitement déterminante. 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an sur chaque mètre carré de votre sol. Cette politique de l'agroforesterie, c'est une politique du mètre carré. C'est pas je fais ça là, et puis là. Non, non. C'est partout, tout le temps, en permanence. N. Alors là, vous allez vous lâcher. Nature. Comment? Nature. Ben ouais, hein, déjà. Hein. Les lois de la nature, elles sont comme ça. C'est ce qui est intéressant. Et c'est pour ça que ces pratiques agroécologiques, je disais, font converger. Parce que souvent, régulièrement, on nous le dit. Ah, mais tiens, aujourd'hui, on va faire un débat sur l'eau. Moi, je fais régulièrement des débats sur l'eau. Tout le monde pense qu'il va y avoir le feu. Mais non. Si on le pose bien, le débat, on a tous intérêt à être d'accord. Et ces lois de la nature nous le disent. Oui, mais est-ce qu'on va vraiment être d'accord sur ce que vous dites chez Vers de Terre sur l'agronomie? Mais comment on ne peut pas être d'accord sur l'agronomie? Mon nouveau frère vous le dirait. Il pousse du datura, ton champ, il est pourri. Donc, tu ne sais pas être d'accord ou pas d'accord. Cet état des lieux, ce constat, il est là. Donc on est d'accord quand on fait de l'agronomie. On n'a pas besoin de jouer à un courant de pensée qui, à un moment donné, ce n'est pas du théâtre. C'est une science absolue, exacte. On a la nature, la naturalité. Le naturisme, c'est autre chose. Hein. On va pas, c'est pas assez chaud. Nourrir. Très clairement, nourrir. Là aussi, on peut nourrir les esprits. Mais il faut nourrir l'humanité avec des aliments et une densité nutritionnelle forte. Vous avez des carottes en bio ou pas en bio sur des sols morts qui n'ont aucune valeur nutritive. Mais aucune! Ça ressemble à de la carotte, mais ça n'en est pas. C'est valable pour tous les produits. Donc cette agroécologie des sols vivants, elle nous en dit long sur cette nourriture et sur la qualité. Si on doit compenser le peu que l'on mange par des
des adjuvants, enfin je ne sais pas comment on les appelle. J'imagine bien que dans cette salle, je n'ai que des âmes converties et actives, hein, mais de l'importance pour nous de la transmission. Hein, je pense qu'on est tous des ambassadeurs de ce vivant-là. Nourrir.